Gang d'officiantes pour celles qui veulent devenir officiantes de cérémonie laïque sort le 15 mai 2023. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Solveig, la photographe hyper talentueuse du duo Solveig et Ronan, et qui a, selon moi, une vision du business complètement à contre-courant de ce qu'on peut entendre partout. J'ai enregistré cette interview il y a quelques temps et elle résonne encore très fort en moi. J'ai hâte de voir ce que toi, tu penses de ce que dit Solveig. Je te laisse écouter. Salut Solveig, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis trop contente de t'avoir avec moi. On a fait connaissance il y a pas si longtemps, mais j'ai adoré discuter avec toi. Bienvenue. Salut Magali, merci de m'inviter. Honorée. Comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas de mon audience, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours ? Alors donc moi c'est Solveig et je suis connue sous pas uniquement mon prénom puisque je travaille avec mon amoureux Ronan. Donc Solveig et Ronan, on forme un duo photographe et vidéaste depuis 2012. On a débuté par faire du reportage photo tous les deux et maintenant photo mariage, ensuite famille, grossesse, naissance, etc. Et ensuite, Ronan a bifurqué assez rapidement vers la vidéo. En complément, il fait également des photobooths, des bornes photos qu'il loue mais qu'il conçoit de A à Z. Donc du coup, maintenant, il les vend aussi. Pendant que moi, je m'occupe toujours de tout ce qui est photo, communication avec les clients, réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on a commencé il y a un moment déjà et c'est cool. Alors je reviens juste sur le fait de vendre du coup ces cabines photos, ces photobooths. Comment il les vend à qui du coup ? Alors Ronan, il a une clientèle assez variée. Des personnes, par exemple, qui sont dans le monde du mariage, comme nous, des photographes qui veulent compléter leur chiffre d'affaires dans l'année, mais aussi des domaines de mariage. On a certains domaines de mariage en Normandie qui en ont acheté, mais pas que en Normandie. Il y a eu également un barman, donc c'est un peu multi-cible. Il y a aussi des agences événementielles qui lui achètent des photobooths. Mais disons que le gros de la clientèle, c'est quand même le monde du mariage. Ça peut être aussi des DJ de mariage. Donc, la première borne qu'il a vendue, je crois que c'était en 2019, me semble-t-il. C'était à une photographe. Donc, la cible principale, c'est des photographes en entreprise, parce que c'est quand même un investissement. Donc, c'est vrai qu'en général, quand tu achètes le photobooth avec la TVA, etc., c'est quand même plus intéressant. Mais on a un petit peu de tout. On a même des personnes qui se lancent dans la location de bornes photo et qui vont en acheter 2 d'un coup. Et c'est un business en soi. Hein. Maintenant, c'est quand même assez répandu. Ça, c'est plutôt des gens sur Paris en général. Ok. Et toi, du coup, tu faisais quoi avant ? Avant, je faisais quoi ? Parce qu'on a commencé par 2012, mais en fait, qu'est-ce que tu faisais avant 2012 ? Alors, on s'est lancé la même année. Ouais, c'est dans le vrai. mariage. Ouais. J'étais étudiante. J'ai arrêté mes études en 2010. J'étais étudiante aux Beaux-Arts de Caen. Donc, je suis restée dans la même ville. Et à vrai dire, j'étais artiste-auteur. J'avais déjà 2 statuts parce que j'avais quand même un statut d'auto-entrepreneur plus le statut d'artiste-auteur parce que je faisais des résidences artistes. Après les études de Beaux-Arts, en fait, je cherchais un peu des résidences, donc des périodes pendant lesquelles j'étais rémunérée pour travailler sur des sujets qui m'intéressaient, qui étaient plutôt
tourné autour de la communication, du chant, du lien, du dessin. Enfin, je faisais quand même pas mal de trucs déjà. Mais la photo de mariage, j'en faisais déjà aussi pour payer mes fins de mois, en fait, quand j'étais étudiante. Donc, j'ai jamais trop fait autre chose. D'ailleurs, mes parents m'ont toujours dit que j'étais pas forcément adaptée au monde de l'entreprise tel qu'ils l'entendaient, vu qu'eux, ils étaient dans un univers... Ils étaient instit, donc ils étaient pas trop dans le monde de l'entreprise, mais ils avaient une image un peu comme ça d'une grosse entreprise, et ils me disaient « toi, tu te feras jamais à ça ». Et bon, ils ont pas eu tort, parce que j'ai toujours été à mon compte, en fait, et autonome, même si je suis dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat plutôt petit, version artiste, artisanat, et ça me convient très bien. Donc, j'ai pas un parcours hyper varié, en fait. Non, mais très bien, c'est que tu savais déjà ce que tu voulais faire très jeune. Après, voilà, tu me donnes ma transition, en fait, puisque on a eu ce petit, j'allais dire débat, c'est pas forcément un débat, parce qu'on était un petit peu d'accord. Mais sur Insta, toutes les deux, de se dire travailler ou vivre de sa passion. Travailler ou vivre de sa passion. Alors moi, je trouve que ça, c'est deux questions qui sont pas forcément antinomiques. D'ailleurs, quand j'étais étudiante, j'avais un projet personnel. J'ai toujours l'impression d'être un peu étudiante aujourd'hui, et que les mariages, les mariés, la relation, les photos que je fais, c'est encore des projets personnels. Je suis toujours un peu étonnée que les gens viennent vers moi pour me payer, pour que je fasse des trucs qui me semblent très intimes et très personnels. Donc, en fait, il y a cette notion de travail qui, pour moi, est pas forcément incompatible avec la notion de passion. Et pour réussir à aller au bout de ses idées d'un projet qui est peut-être très personnel, j'ai toujours éprouvé le travail. On allait en atelier, on travaillait pendant des heures sur un sujet pour obtenir un résultat. Donc, je suis pas sûre que ça soit vraiment vivre de ma passion non plus, mais parce que ma passion, c'est les gens, et donc du coup, je vis pas des gens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que travailler, c'est pas du tout incompatible avec être passionné. Et d'ailleurs, au contraire, je peux pas personnellement m'investir, donner du temps, donner de l'énergie et être captivée par un travail si ça me passionne pas, si c'est pas un sujet qui me passionne. Et j'ai besoin d'être animée par ce que je fais pour le faire. Sinon j'ai trop la flemme. Donc ça marche pas. Oui, je comprends. Mais du coup, on parlait de flemme aussi, le fait de faire des siestes, tout ça. Comment tu gères ton temps au quotidien? Comment tu travailles et comment tu gères ta semaine, par exemple, ou ton mois? Alors, grâce à Ronan, je dors beaucoup. C'est lui qui bosse, en fait, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Non, on a un rythme très très différent. On va dire qu'on est complémentaires. Lui, il est du matin, moi je suis du soir. C'est quelqu'un qui a besoin de passer beaucoup d'heures dans les rituels, dans des tâches répétitives. Bon, effectivement, il s'occupe de la partie moins glamour, notamment de la comptabilité. Typiquement, quand j'ai des problèmes techniques, que ce soit avec mon appareil photo, avec mes logiciels, un micro, le montage, etc. C'est lui. J'appelle Ronan, et je suis pas très autonome sur ça, et c'est un peu la honte, mais je me sers de lui vraiment, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop. Donc du coup, je me décharge un peu de tout ça sur lui. Et la comptabilité, typiquement, il passe une journée complète par mois à la compta, et c'est toujours à peu près aux mêmes dates. C'est quelqu'un qui est très rigoureux, très organisé. Et moi, je suis pas rigoureuse et pas organisée. Donc, comme ma façon de travailler, c'est un peu par G, c'est-à-dire quand j'en ai vraiment envie, du coup, je deviens très efficace quand je travaille. Pour les retouches sur un reportage de mariage, par exemple, je mets jamais plus de 10 heures, là où d'autres photographes vont être plus lents. Parce que, effectivement, j'ai vraiment besoin de me sentir reposée avant de m'y mettre. Et j'ai besoin d'avoir les idées claires, d'être un peu détachée de l'affect. Et donc, j'aime bien regarder les photos avec un vrai regard critique. Donc, je prends du temps avant de les traiter. Donc, le sommeil, moi, c'est très important. Le matin, je me lève pas, je fais un bisou à ma fille quand je suis dans le lit, et c'est Ronan qui fait le trajet avec elle à vélo. Et ça me permet d'être disponible le soir vers 22h, quand tout d'un coup j'ai des idées. Je fais des petits croquis pour d'autres projets, par exemple des projets plus artistiques, perso.
Donc j'essaie d'avoir de l'espace mental pour créer, pour faire des choses et pour avoir des idées. Mais pour ça, il faut que je dorme. Enfin, il faut que j'ai aussi cette espèce d'espace à moi où voilà, je peux prendre mon café dans le lit à 9h, 9h15. Pendant que Ronan, lui, il est déjà dans son atelier avec ses outils, avec ses machines, et il en est déjà à son 2e café. Enfin, on a un rythme vraiment différent là-dessus, et je pense que ça m'aide énormément, en tout cas, à être passionnée, à être efficace dans mon travail, parce que vraiment, quand je me sens crevée, je vois bien que je n'arrive pas à travailler efficacement. Et très régulièrement, je me dis, en fait, là, aujourd'hui, je vais juste arrêter, ou alors, il faut que je sorte. Il faut que j'aille marcher. Sinon, en fait, t'as vite, et avec la fatigue, et avec l'enfermement, t'as vite des idées un peu négatives qui font que tu vas aussi avoir une mauvaise image de toi. Je trouve que tout ça est lié, donc le quotidien, bien manger, dormir, enfin c'est la base pour moi pour être un bon professionnel. Après ça paraît peut-être un petit peu bizarre à entendre comme ça, mais c'est comme ça que j'organise ma vie. Et puis après sur les mariages qui sont plutôt des rythmes de marathon, là on est bien préparé et c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose en termes de rythme, mais c'est vrai qu'on a aussi cette énergie pour aller sur les mariages pendant la saison, je pense, parce que on s'est préservé toute la semaine. En tout cas, j'essaie de me préserver et d'avoir de l'espace disponible aussi pour être en pleine forme pour les mariages, en fait, parce que c'est quand même assez physique, je trouve. C'est clair. Et du coup, vous faites combien de mariages par an chacun ? Entre 20 et 25. Ronan, lui, il m'accompagne maintenant seulement à la vidéo. Il fait pas de mariage tout seul en vidéo, donc du coup, ça va être plutôt une dizaine. Ça dépend un peu des années, et j'ai l'impression que d'année en année, en tout cas depuis 2021, une année qui a été un peu débordante dans tous les sens du terme, parce après le Covid, on s'était dit, on prend tout le travail qu'on peut, parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait, on a acheté une maison, on s'est marié, on n'a plus d'argent, bref, c'était financier. Mais on a eu beaucoup de travail. Je crois 33 mariages pour ma part, 33 reportages de mariage. Et c'était un peu trop. Ouais, malgré déjà toute fait l'énergie. 32. Je crois 33 mariages en photo et 17 ou 18 mariages en vidéo pour Ronan, plus son activité de vente de photobooths, de location de photobooths. Il a un parc de location de photobooths, il a un parc de 6 photobooths. Donc parfois, sur les week-ends, il a un reportage de mariage avec moi à l'autre bout de la France, pendant que en Normandie, parce qu'il loue donc ses photobooths en Normandie, il a 6 machines de sortie, donc c'est une énorme charge mentale qui fait que là, cette année-là, c'était trop. Et donc d'année en année, là, depuis 2021, on essaie de réduire, sans forcément limiter à tout prix, mais on réduit clairement la charge de travail côté vidéo, et ça se passe mieux. Enfin, c'est beaucoup plus acceptable, en tout cas, en termes de rythme de travail. Oui. Tu m'étonnes. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner à des personnes qui se lancent dans le mariage ? Alors ça, c'est toujours difficile comme question, je trouve. Je suis pleine de questions difficiles. Ouais. En fait, c'est ça, comme si... Déjà, moi, je pars du principe que on peut toujours apprendre de tout le monde. Et donc, moi, j'ai pas forcément des conseils... j'aime pas forcément me placer en tant que maître. J'aime bien quand il y a une transversalité... Quand je rencontre des jeunes photographes qui me disent « Ah, j'aimerais bien, je t'admire trop, j'aimerais bien en arriver là où t'en es. » Et moi, je me dis « Mais pourquoi ?» J'ai toujours l'impression que là où lui, il en est, quand je débutais, j'étais trop contente, surexcitée. J'avais envie de rencontrer plein de gens. En fait, il y a du positif dans toutes les situations. Donc du coup, j'ai toujours l'impression que mes conseils sont un peu sortis de nulle part, comme ça, ou c'est sorti de moi-même et du coup, ça vaut pas pour les autres. Donc ça, c'est un conseil, c'est-à-dire, en tout cas moi, ce que je crois, c'est que chaque moment de ton entreprise est bon à prendre, et il faut essayer de se dire l'objectif que tu te mets aujourd'hui par rapport à la situation de ton entreprise et par rapport peut-être à ce que tu admires chez les autres, il va te paraître insurmontable, alors que ce que tu es déjà aujourd'hui, c'est cool.
c'est peut-être un peu facile à dire et moins facile à vivre, mais en tout cas, pour ma part, je me suis jamais mis des objectifs parce que je suis quelqu'un de pas ambitieux à proprement parler. Je pense que moi, mon ambition, elle est très floue, comme ça, un peu instinctive, c'est-à-dire dans l'instant présent, j'ai envie que ça soit agréable, j'ai envie d'avoir des clients dont je suis amoureuse, que j'ai envie de les épier, de les regarder, de comprendre leur vie, comprendre leur famille. Donc ça a toujours été des objectifs pas forcément trop business et je trouve que c'était une bonne façon d'aborder le travail, d'aborder l'entreprise. Et du coup, je trouve que ça sert à rien de dire bon bah là quand tu te lances il faut faire tel truc, signer tant de mariages pour rentabiliser ton entreprise, etc. Enfin, on a tous des rythmes différents, donc laissons-nous vivre. J'adore parce que c'est vraiment un petit peu ce que tu dis, c'est quand même souvent l'inverse qu'on entend. Donc j'aime bien avoir vraiment ces notions différentes, l'antithèse en fait de l'ambition qu'on voit d'habitude, si tu veux, parce que tu as de l'ambition quand même, je trouve, mais voilà, c'est de l'ambition artistique finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse alors moi déjà, je trouve que l'ambition, c'est un gros mot quand on est un peu créatif. Parce que l'ambition, c'est un mot assez viril et assez masculin. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu devrais être meilleur que d'autres ? Ou alors pourquoi tu dois être meilleur que ce que tu es toi-même ? Tu vois ? Toujours cette notion de progrès. C'est quelque chose qui induit que avant c'était moins bien, après ça sera mieux, et que obligatoirement tu vas écraser une partie de toi-même, tu vois. Enfin, il y a quelque chose de violent dans l'ambition, il y a quelque chose de violent dans le vouloir progresser. Moi, je pense qu'on aurait tous à gagner à essayer d'être plus doux avec nous-mêmes et de dire, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de créatif ? Qu'est-ce que j'ai de beau ? Qu'est-ce que j'ai de poétique ? Qu'est-ce que j'ai qui fait que je suis un peu comme ça, un peu désirable ? Tu vois, il y a le désir aussi. Et cette chose-là, c'est peut-être cette chose-là, il faut réussir à l'extraire en essayant de s'observer, d'observer sa propre manière de travailler. Et c'est cette chose-là qu'on va devoir mettre en avant de nous-mêmes, sans forcément vouloir progresser avec cette notion de hiérarchie, avec cette notion d'élite. Moi, j'aime pas cette pensée du progrès. Je suis pas du tout dans ce délire-là, en tout cas. Je pense que c'est pas un modèle business qui convient à toutes les personnalités. Et moi, quand j'entends faire ressortir le meilleur de soi-même, quand j'entends se fixer des objectifs ou alors performer, par exemple. Quand j'entends ces mots-là, j'ai limite des crises d'angoisse. T'as de l'urticaire. Ouais, en fait, ça m'angoisse. Je me dis, moi, je sais pas faire. Tu vois, je me dis, non, je suis pas performante. Non. Et du coup, j'ai envie de dormir. En fait, je prends vraiment en fait, ça, j'ai un souci avec ça. Et ça m'a toujours servi d'avoir un souci avec ça. Tout comme mes parents me disaient, bah toi, tu t'intégreras pas dans une équipe en entreprise. Et en fait, je me rends compte que ça m'a servi parce que je me suis répété ça en me disant, ouais, ok, je suis inadaptée. Bon, bah qu'est-ce que je peux faire si je suis inadaptée alors ? Ok, si je suis pas adaptée au groupe de travail, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire par moi-même ? Même si au final, on est un groupe avec Ronan, mais lui, il est un peu comme ça aussi. Il est un peu sauvage, il est un peu autonome. C'est hyper difficile, même tout simplement au sein de notre duo, de savoir ce que l'un et l'autre va faire. Tellement on est sur notre chemin. On communique, on essaie d'interagir, mais on fait des trucs très très séparément. En fait, on est vraiment très seul dans notre manière de fonctionner. C'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on arrive à faire des trucs. Voilà, on est très autonome. C'est hyper intéressant d'entendre ce discours-là qui change tellement de ce qu'on entend partout. Ça remet un peu l'église au milieu du village. Tu sais, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'ai un tatouage sur le bras où en fait je me suis vraiment fait tatouer le here and now, genre ici et maintenant, parce que moi je suis quelqu'un qui vivait beaucoup. Enfin, j'étais quelqu'un surtout. Maintenant ça va mieux, mais j'étais quelqu'un qui vivait soit dans le passé, soit dans le futur. Mais j'avais du mal à vivre dans l'instant présent. Je me disais toujours, ouais, ça, c'était mieux avant et ça, je le ferai mieux demain, comme tu disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, vraiment, pour me rappeler tous les jours qu'il faut que je vive le moment présent,
et que même dans les moments difficiles, il y a des choses positives qui vont ressortir. Voilà, je me le suis fait tatouer pour pas l'oublier, de vivre le moment présent et ça me fait vraiment du bien ce que tu dis. Ah bah, donc, je suis j'espère ravie. que ça parlera à d'autres. C'est aussi l'histoire d'ancrage, tu vois, l'ancrage. Et ça, c'est un truc que j'ai travaillé dans une autre partie de ma vie dont je t'ai pas parlé. J'ai fait du chant lyrique pendant quelques années, pendant mes études de beaux-arts, mais aussi un tout petit peu après. Pour avoir un bon souffle, pour avoir une voix bien placée, il faut être ancré. Et ça m'a été vachement utile. Et souvent, quand je vois que je pars un peu dans tous les sens dans mon travail, quand je suis devant mon ordi, qu'en même temps j'ai mon téléphone ouvert sur Insta et que j'ai par exemple la radio qui tourne et je me dis la musique. Enfin, quand je vois que je pars dans tous les sens, souvent je respire, je repense un peu, tu vois, je me reconnecte et tu te dis en fait faut t'ancrer pour être plus efficace en fait dans l'instant présent et donc aussi plus à ce que tu fais du coup. Faut souffler, il faut respirer, faut être ancré. Faut avoir les pieds comme ça bien placés sur le sol, le bassin bien installé dans le fauteuil. Rien que la posture pour bien respirer. C'est l'ancrage, c'est super important. Ouais, moi, je commence à travailler debout. J'ai acheté un bureau qui monte et qui descend. Et du coup, je commence à travailler un peu debout aussi pour justement changer un petit peu les positions et pouvoir peut-être travailler un petit peu les pieds bien ancrés dans le sol aussi. Ouais, t'as entendu une émission radiophonique qui parlait de rester en mouvement, que c'était bon pour vieillir vieux ou je sais pas, il y avait un truc. Même pas, non, c'est juste non, je sais plus qui est-ce qui avait partagé ça. Je crois que c'était Quincy, une des personnes que j'ai eues sur le podcast qui fait des réels et qui fait une formation pour les réels, qui avait partagé une fois un truc où il y avait un tapis de course et ce bureau en fait. Et du coup, non, c'était peut-être Marianne Michel. Bref, c'était quelqu'un qui avait partagé ça. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, marcher en travaillant, parce que en fait, avec le Covid et notre travail derrière nos écrans, on marche plus. Je me dis, donc j'ai le tapis. J'ai pas encore fait l'essai des deux, mais ouais, le fait de se mettre en mouvement et même de travailler. En fait, je trouve que de travailler debout, ça change certaines choses dans la façon d'être physiquement en fait, de travailler. Donc voilà. Intéressant. On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Qu'est-ce que c'est pour toi réussir du coup? J'adore, j'ai très très hâte d'avoir ta réponse sur cette question parce que ça se ressemble d'habitude, mais je pense que ta réponse va être tellement différente de d'habitude. Réussir, encore un gros mot. C'est ça. Non, je pense qu'on peut réussir. Alors réussir. Est-ce que c'est le mot réussir dans le sens une réussite d'entreprise? Est-ce que c'est le mot réussir à quoi? Réussir sa vie? Réussir sa vie. Bon, je veux dire réussir. Alors, bon, déjà, moi, j'ai pas l'impression que j'ai réussi quoi que ce soit, parce que je m'identifie pas à la réussite. C'est toujours un peu dans le même dans le même thème que cette notion de performance, que voilà le business. Bon, donc du coup, je me suis jamais dit j'ai réussi. Je me suis dit je suis aujourd'hui dans un quotidien qui me convient par rapport à ma manière d'entreprendre. Et en plus, j'adore mes clients. J'aime les gens qui viennent vers moi. À chaque fois, c'est un cadeau. Chaque rencontre, chaque Skype avant mariage, chaque fois, je me dis waouh, ils sont incroyablement intéressants. Pourquoi ils viennent vers moi? Donc ça, c'est un peu une réussite quand même. En tout cas, c'est pas une réussite, c'est une fierté. Ça, je peux dire que je me sens fière de faire des photos pour des personnes que je trouve intéressantes, belles intérieurement, et que ces personnes-là viennent vers moi comme ça, comme par magie, parce que j'ai pas non plus l'impression d'avoir tant fait pour... tu vois, j'ai pas l'impression d'être épuisée, j'ai pas l'impression d'avoir trimé. J'ai l'impression que tout ça, ça a été fluide et que les mots que j'utilise dans ma communication, probablement, ou les mots qu'on utilise, les images qu'on qu'on choisit, peut-être attirent des personnes qui, de toute façon, même dans la vraie vie, nous attirent également
et que tout ça, c'est une question d'énergie, et ça rend heureux, en fait, tu vois, d'avoir cette façon de travailler, d'être complètement en accord, en fait, avec nous-mêmes, avec notre désir de rencontre, notre désir de travail. Enfin, tout ça est assez cohérent. Il y a une cohérence, en fait, qui se dégage de notre quotidien, et ça, je crois que c'est ça, en fait, ce qui me rend fière, ce qui me rend le plus fière, pour dévier un peu de cette notion de réussite. Après, je pense que la réussite dans la bouche d'autres personnes, ça va être bien gagner sa vie. Donc ça passe par l'argent, qui est quand même une notion pas non plus complètement étrangère à notre façon de travailler, puisque on a fixé des tarifs pour pouvoir vivre notre vie de bourgeois bohème cané. Je dis bien cané, attention, parce qu'on est à Caen, donc la vie coûte moins cher qu'à Paris. On va à vélo à l'école, on va à vélo au marché, on a une maison pas très loin du centre-ville, on peut aller au resto avec notre fille ou avec nos copains sans se soucier d'avoir des sous sur le compte. C'est très simple, en fait. Mais du coup, cette petite vie de bourgeois bohème, on a en effet gagné un peu de sous pour pouvoir se l'offrir. Et donc je pense que ça entre dans la notion de réussite pour certaines personnes. Et puis après, il y a aussi effectivement le fait de toucher une clientèle grâce à une communication qu'on aura développée sur plus ou moins d'années, on va dire. Ça se dit pas trop, mais bon, bref. Et ça, je pense que ça, c'est une case qu'on coche, même si en réalité, ça, c'est vraiment pas acquis, c'est-à-dire que ça se travaille. Et là, on vient quand même à la notion de travail qui est pas un gros mot pour moi. Il faut travailler. Certes, il faut dormir, il faut s'amuser, mais il y a le labeur aussi de dire je vais consacrer 1h30, 2 heures de ma journée à la communication, entre l'entretien du site, etc. Donc ça, je pense que c'est comme ça que je conçois la réussite, même si ce mot-là, je trouve que ça représente pas vraiment bien. Je pense qu'on peut dire que le mot qui conviendrait mieux, c'est comment toi, avec ton business, tu t'arrives à être fier de ce que tu as. Voilà. Ça, c'est un. Oui, mais je pense que c'est la question que je poserais maintenant à la place de qu'est-ce que c'est réussir pour toi. Est-ce que tu es fier de toi? Oh, t'es pas obligé, hein. Ouais, pas remettre tout en question ton j'aime bien. podcast. Non, mais je change souvent. D'ailleurs, là, je vais t'en poser une que j'ai jamais posée, je crois. Mais d'abord, je voulais te demander ta citation préférée ou le truc que tu dis souvent pour inspirer les gens. Là, s'il y avait ma fille à côté, elle dirait, de toute façon, ma mère, elle a pas de mémoire, donc les citations, autant te dire que... Qu'est-ce que tu dis à ta fille? C'est quoi ce que tu as envie de partager, d'inculquer à ta fille pour plus tard? Ce que je lui inculque déjà aujourd'hui, j'essaie, c'est pas grave de pas aimer des trucs. On peut pas tout aimer, on peut pas être bon partout. Il y a aussi c'est une très bonne élève, notre fille, donc elle se met une pression monumentale pour tout ce qu'elle fait. Elle veut avoir des bonnes notes. Elle est à l'opposé de nous, en fait. Nous, on était mauvais élèves, on s'en foutait. Et du coup, à chaque fois, on lui dit, mais tu peux aussi ne pas aimer les maths si tu veux. Tu peux aussi c'est pas grave si tes résultats, ils sont pas à la hauteur de ce que tu imagines d'une bonne élève. Il y a un garçon dans sa classe qui s'appelle Trésor et elle me fait trop rire. On l'a croisé hier devant l'arrêt de bus avec sa mère. Elle me disait, c'est lui, Trésor. Tu sais, celui qui réussit tout. Il est sage, il a des amis, il est bon à l'école, dans toutes les catégories, mais même en maths. C'est « je voudrais être Trésor ». Je dis, mais tu n'as pas à désirer ce que tu n'es pas. Tu peux aimer ce que tu es. Et c'est ça que je veux inculquer à notre fille. C'est de s'aimer, d'aimer ce qu'elle est, ce qui fait qu'elle est spécifique. Et si t'es pas populaire dans ta classe, peut-être que ça te sera utile plus tard dans ta vie d'adulte. Et il faut pas se dire que c'est naze, quoi. C'est pas grave, en fait. Ça passe, tout passe. Et je pense qu'il y a aussi une part de... On déteste ce qu'on n'aime pas de nous, on essaie de l'exclure de nous-mêmes, mais en fait, ça nous constitue et ça
ça peut donner un truc. Non, puis on voit toujours la belle face, mais on sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas ce qu'il vit dans sa vie, ce petit garçon, et que lui, ça se trouve, il se dit que elle est peut-être mieux que lui, que quelqu'un d'autre est peut-être mieux que lui, et que voilà, lui aussi doit se dire des choses comme ça. Donc c'est sûr que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Oui, Donc, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Peut-être que lui, à l'intérieur de lui, il est malheureux d'être bon comme ça partout parce que ça lui demande un travail monumental, et peut-être qu'en fait, il aimerait bien être cet enfant qui dit à sa maîtresse « Non, ça m'intéresse pas, je préfère lire un bouquin dans mon coin ». Peut-être que lui, il aimerait bien être plus libre. La liberté aussi, ça c'est important. La liberté de savoir dire non à un truc qui nous donne pas envie. Ça, c'est génial aussi. La liberté de dire « je le ferai pas ». Peut-être qu'il a une pression de dingue chez lui, peut-être que... On sait pas, en fait. En fait, moi, j'apprends beaucoup là-dessus parce que je me fais même coacher là-dessus, sur le fait d'admirer, en fait, les gens. Parce qu'en fait... ma coach me disait, enfin, il y a quelqu'un que j'admirais beaucoup, et elle me dit, ok, donc en fait, cette personne-là, parce que je l'admirais parce qu'elle avait un regard des autres, enfin, le regard des autres pour elle, c'était vraiment pas important, en fait. Et je me dis, moi, j'ai beaucoup agi dans ma vie en me disant, j'ai besoin que les gens m'aiment, j'ai besoin que je fais plaisir aux autres, etc. Ça pareil, ça évolue beaucoup. Mais aujourd'hui, enfin, en fait, ma coach me dit, mais du coup, mais qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, de faire de faire plaisir aux autres et de faire ce que les autres aiment que tu fasses? Et ben, justement, ça m'apporte d'être aimée. Et elle me dit, bah, du coup, j'ai mis du temps à le dire, hein. J'arrivais même pas à le dire, je crois que je l'ai écrit sur le Zoom, tu vois, dans le chat, parce que j'arrivais pas à le dire tellement c'était dur pour moi. Et elle me dit, mais du coup, ben, peut-être que cette personne-là, elle est moins aimée que toi. Et toi, du coup, de faire plaisir aux autres, ben, ça t'apporte d'être aimé. Et du coup, c'est ce que tu as envie d'avoir dans la vie. Donc, finalement, peut-être elle est moins aimée que toi, et que du coup, peut-être que ça la touche, finalement, d'être moins aimée que toi. Mais tu le sauras jamais parce que tu vois que le truc que tu admires chez elle. Et tu ne vois que les choses que tu admires chez les gens. Et tu vois pas la face cachée, en fait. Et du coup, j'ai vachement travaillé là-dessus, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Mais ça, c'est vraiment de la psychologie, hein. C'est clair que c'est important d'analyser ces trucs. Et tu vois, je rebondis par rapport à ce que tu dis, que tu travailles sur le fait d'admirer les gens, parce que c'est quelque chose qui te constitue depuis toujours. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'art, donc ça remonte, hein, parce que mon grand-père était plasticien, artiste et tout. À chaque fois qu'on me disait « Et toi, quel artiste t'inspire ?» Et en fait, justement, j'ai pas ce truc que tu as. Ça veut pas dire que j'apprécie pas et que j'admire pas le travail des autres. C'est juste que quand je suis face à une œuvre, quand je suis face au travail d'un autre photographe, même des photographes de mariage, je vais m'intéresser beaucoup au travail des autres. J'adore. J'étudie. J'adore aussi aller comprendre le fonctionnement du travail de quelqu'un d'autre et pourquoi ça me plaît, comment. Mais j'ai jamais admiré. J'ai jamais été fan. Tu vois, des fois, t'es fan, tu dis « Ah, je suis fan » et tout. Et moi, cette notion m'est totalement étrangère. Parce que quand je regarde un travail, je vois aussi tout ce qui va pas, tout le temps. Et ça me fait la même chose pour mon travail, hein. C'est-à-dire que le sens critique, il est là, mais systématiquement. Pas moi. Même pour moi, quand j'admire, j'aime tout. Et je vois pas les défauts. Et ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc parce qu'en fait... C'est une propension que tu as d'être en amour aussi. Et je pense que dans tes sentiments, peut-être qu'il y a quelque chose aussi une forme de petite drogue, tu vois, où tu vois, c'est quelque chose de plus fort que toi. C'est comme quand t'es fan, mais quand t'es trop accro au sucre. Bah toi, t'es accro à l'amour et donc du coup, t'as besoin d'investir, d'intégrer de l'amour dans tout ce que tu... Peut-être, j'imagine. Ouais, sûrement. Sûrement. Et du coup, la dernière question que je vais te poser et que je n'ai pas posée, je crois, ici, mais qu'est-ce que tu dirais à Solveig qui avait 12 ans? Oh là là, 12 ans! Tu choisis le pire des âges. Je crois que c'est l'âge, c'est vraiment l'âge horrible de toute ma vie. Le pire. Ah, ouais, 12 ans, c'est un âge compliqué.
C'est-à-dire, c'était un âge où ma mère m'expliquait qu'il fallait que je parte de la maison parce que j'étais indésirable. Donc, moi, j'ai une enfance particulière. Pas forcément. J'étais vraiment le vilain petit canard à cette période-là de ma vie. Et justement, qu'est-ce que tu lui dirais à 12 ans, c'est le pire. Tu pouvais pas pire choisir le truc. Non, en vrai, j'ai choisi le meilleur parce que du coup, tu vas pouvoir lui dire des trucs de ouf. Que je mérite de vivre et que je mérite de continuer de croire que les gens peuvent m'aimer, que je vais m'aimer moi-même beaucoup plus fort que les autres aussi et que ça va m'aider dans tout. C'est super, j'adore. On va finir là-dessus. Merci beaucoup Solveig, c'était génial de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir de répondre à tes questions et c'était les questions surprises que j'aime le mieux. Toujours, je les garde toujours pour la fin. La spontanéité. Exactement. Merci beaucoup, à très vite. À très vite, merci beaucoup à toi. Et voilà le gang, comme je le disais en intro de cet épisode, j'ai hâte de savoir ce que tu penses et retiens de cette interview. Dis-moi si tu as besoin d'être passionné pour travailler. Comment tu es organisé? Est-ce que tu es efficace? Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir? Est-ce que tu as envie d'avoir de l'ambition ou plutôt de vivre dans le moment présent? Je trouve ça tellement intéressant d'avoir un point de vue inverse de ce qu'on entend habituellement. Si tu as kiffé l'épisode autant que moi, partage-le sur Insta et tag-moi sur mon compte Le Wedding Gang pour que je puisse partager à mon tour. Tu peux aussi faire un gentil message à Solveig sur son compte Solveig et Ronan pour lui dire ce que l'épisode t'a évoqué. Tu peux aussi m'aider à faire connaître encore plus le podcast en me laissant 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.